Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter une brève présentation au sujet de la scoliose chez l'enfant et l'adolescent et l'importance place de l'imagerie à ce sujet. Pour ce faire, nous allons adopter le plan suivant. Après une courte introduction et un bref rappel anatomique, nous présenterons ensuite les différents moyens d'exploration radiologique. Nous allons exposer après les étiologies de la scoliose chez l'enfant, puis finalement un petit aperçu sur le bilan préthérapeutique et les take-home messages à assimiler. La scoliose provient du terme grec scolios, qui veut dire tortueux, et correspond à une déformation tridimensionnelle complexe du rachis dans les trois plans. Courbure latérale dans le plan coronal, modification des courbures physiologiques dans le plan sagittal, et rotation des vertèbres dans le plan axial. Très fréquente, surtout dans la période prépubertaire qui correspond à leur phase d'évolutivité maximale. 75% sont idiopathiques, explorés par radiographie standard, et 25% sont d'origine malformative, d'étiologie neuromusculaire ou de causes diverses. La scoliose la plus fréquente est la scoliose primitive de l'adolescent, s'aggravant au moment de la puberté. Les scolioses secondaires peuvent être malformatives, dysplasiques, à titre d'exemple, neurofibromatose, syndrome de Marfan, ou en rapport avec une affection neuromusculaire ou une tumeur comme à l'ostéome ostéoïde. Les déformations tridimensionnelles qu'entraîne la scoliose ont des répercussions à différentes échelles. À l'échelle globale, il y a une modification de la morphologie du rachis et localement une déformation vertébrale. Au niveau global, les perturbations se traduisent sur le plan frontal par l'apparition d'une ou plusieurs courbures mesurées par l'angle de Cobb, qu'on va expliquer dans les diapos suivantes. Sur le plan transversal, une rotation vertébrale vers la convexité de la courbure qui s'accompagne d'une gibbosité visible à l'examen clinique. Et sur le plan sagittal, une hyperlordose, un dos plat voire creux. Il s'agit le plus souvent de la première composante à apparaître. Au niveau local, la perturbation de la morphologie des vertèbres se traduit par une cunéiformisation. Le corps vertébral se tasse du côté concave de la courbure. Voilà un schéma des courbures structurales les plus fréquentes par ordre de prévalence croissant, et cela dépend du ou des niveaux vertébraux impactés. Ainsi, on parle de scoliose thoracique, thoracolombaire ou lombaire. Le diagnostic est clinique, à la recherche d'une gibbosité, qui est une mesure externe lorsque le tronc est penché en avant. Sa présence ou non permet de différencier une scoliose structurale d'une attitude scoliotique. L'examen clinique aussi permet d'apprécier l'équilibre général de la scoliose et la topographie de la courbure, et cela selon la position du fil à plan par rapport au pli interfécié. Depuis C7, s'il coïncide le pli, on parle d'une scoliose équilibrée, comme sur la figure A. S'il y a un décalage, on parle de scoliose déséquilibrée, comme sur la figure B. À noter, la scoliose déséquilibrée est une caractéristique des scolioses à simple courbure et presque absente pour les scolioses à double courbure. Nous passons maintenant à un petit rappel anatomique. Le rachis est une structure ostéo-articulaire de 33 vertèbres, partie mobile de 24 vertèbres libres, 7 cervicales, 12 dorsales et 5 lombaires, et d'une partie fixe de 9 vertèbres soudées, 5 pour le sacrum et 4 pour le coccyx. Chez le sujet sain, l'empilement des vertèbres paraît rectiligne dans le plan frontal. Dans le plan sagittal, présente 4 courbures, une lordose cervicale, une kyphose thoracique, une lordose lombaire et une kyphose sacrée. Le terme de kyphose désignant évidemment une convexité dorsale et celui de lordose une concavité dorsale. Le rôle du rachis est multiple. Principalement le soutien à la tête et le tronc, la protection à la moelle, ainsi que un véritable mât de fixation de nombreux muscles nécessaires à la posture et à la locomotion. Les vertèbres sont des os courts, dont l'empilement constitue le rachis. Bien que les vertèbres des différents segments rachidiens présentent d'importantes différences d'ordre morphologique, les vertèbres de C3 à L5 possèdent une architecture identique. Cette similarité permet de faire la description d'une vertèbre type. Partie antérieure qui constitue le corps vertébral, désigné par la légende 1, postérieure qui constitue l'arc neural formé par les pédicules numéro 2 et 3 de la vertèbre type, les lames vertébrales 4 et 5 sur lesquelles se fixent les apophyses transverses 6 et 7, et le processus épineux numéro 8 et les 4 facettes articulaires 9 et 10. Le bassin, quant à lui, est une structure ostéo-articulaire complexe, composée de 4 parties osseuses,
Le sacrum, le coccyx, les os coxaux, droit et gauche, on peut dire qu'il est le socle du rachis. Il supporte le rachis et constitue la transition avec le membre inférieur, participe à l'équilibre postural et la stabilité du tronc. Nous passons ensuite aux différents moyens d'exploration radiologique. La radiographie standard. Il s'agit de clichés colonne totale, full spine, montrant en proximal la colonne cervicale et en distal tout le bassin avec les têtes fémorales, tant sur les radiographies de face et de profil. L'entièreté du gris costal doit être visible sur chaque cliché. La position adoptée par le patient lors de la radiographie peut influencer l'aspect de la colonne vertébrale et doit être prise en compte lors de l'interprétation. La position recommandée est une position debout, patient regardant droit, pieds écartés pour être dans l'alignement des épaules, strictement face pour les clichés face, sinon aspect de fausse rotation vertébrale peut être induite. Sur les clichés de face, il est recommandé premièrement de compter le nombre de vertèbres thoraciques et lombaires, ainsi que les côtes. Cette première étape permet de mettre en évidence une anomalie congénitale de type hémivertèbre, mettre en évidence des anomalies jonctionnelles, exemple sacralisation de L5 ou lambalisation de L1, ainsi que des anomalies de nombre qui ne sont pas rares et incluses au niveau des scolioses idiopathiques. Deuxièmement, il faut mesurer une éventuelle inégalité de longueur des membres inférieurs au niveau des têtes fémorales et juger sa répercussion sur la statique rachidienne. Troisièmement, lorsqu'une courbure scoliotique est présente, il faut identifier ses vertèbres limites. Il s'agit de la vertèbre la plus oblique de part et d'autre de la courbure scoliotique considérée, servant ainsi de référence pour la mesure de l'angle de Cope. Une courbure scoliotique est définie par son apex, qui peut correspondre à un corps ou à un disque intervertébral, et le côté de convexité. Ainsi, on définit une courbure cervicale de C2 à C7, une courbure cervicothoracique de C7 à D1, une courbure thoracique de D2 à D11 et une courbure lombaire. Sur le cliché face et comme quatrième point, il faut mesurer l'angle de Cobb, qui est un angle formé par la tangente au plateau supérieur de la limite vertébrale supérieure et la tangente au plateau inférieur de la limite vertébrale inférieure. Il s'agit d'une mesure qui n'est pas très précise. Une marge d'erreur de 5 degrés est reconnue. Par contre, lors du suivi du patient, les mêmes vertèbres limites doivent être utilisées pour le suivi, pour suivre l'évolution de l'angle. Si une ou les vertèbres limites changent, une modification de la statique rachidienne doit être suspectée. Lorsque les plateaux vertébraux ne sont pas visibles, une petite astuce consiste à utiliser une ligne passant par les pédicules supérieures et inférieures. Le cinquième point consiste à l'évaluation de la rotation vertébrale, qui caractérise la scoliose idiopathique, et responsable de l'apparition d'une asymétrie des pédicules. Le pédicule côté convexe de la courbure scoliotique se rapprochant progressivement du milieu du corps vertébral, tandis que le pédicule côté concave de la courbure se rapproche du côté latéral du corps vertébral jusqu'à disparition. Si lorsque la rotation vertébrale est sévère, évaluée par la classification de Nash-Mo. Dans les scolioses idiopathiques, la rotation vertébrale se fait dans le même sens. Lorsque la rotation est inversée, il faut surtout vérifier si la position est correcte lors de la radiographie ou la suspicion d'une pathologie sous-jacente. Le sixième point consiste à évaluer sur le cliché de face l'équilibre rachidien global, qui est évalué par une distance séparant une verticale tracée depuis le milieu de C7 et le milieu de S1. Une distance de maximum 20 mm vers la gauche ou la droite est considérée comme physiologique. Le septième point consiste à évaluer si le bassin participe ou non à la déformation scoliotique, surtout dans la scoliose à double courbure ou double majeure, associant une courbure thoracique et une courbure thoracolombaire. Lorsque la crête est plus haute du côté de la convexité de la courbure thoracique principale, le bassin fait partie de la courbure lombaire et dit inclus. Lorsque la crête est plus haute du côté de la concavité, il est dit exclu. Finalement, il faut rechercher les signes de maturité squelettique, test de Risser qui évalue la progression de l'ossification des crêtes iliaques. Il est important de connaître quelques notions essentielles de la croissance rachidienne. Le rachis est le siège d'une croissance importante. La taille assise passe en moyenne de 35 à 85 cm en moyenne depuis la naissance jusqu'à la fin de la croissance. La vitesse de croissance rachidienne est variable en fonction de l'âge avant 5 ans, entre 5 et 10 ans,
et enfin de les débuts du pic pubertaire. Sur le cliché de profil, la syphose thoracique physiologique mesurée entre le plateau supérieur de D4 et le plateau inférieur de D12 est compris entre 20 et 40 degrés. Dans les scolioses idiopathiques avec courbure thoracique, une hypersyphose thoracique est fréquemment observée. Ensuite, on estime la lordose lombaire qui doit être comprise entre 30 et 50 degrés, mesurée entre le plateau supérieur de L1 et le plateau inférieur de L5. Troisièmement, la localisation de l'apex de la syphose thoracique. Puis, l'équilibre rachidien sagittal global qui consiste en une tracée verticale depuis le centre de C7 et le coin postéro-supérieur du plateau sacré. Finalement, une estimation de l'âge osseux du bassin selon test de Risser déjà mentionné. Il est intéressant à noter que le Risser 4 est facilement visualisé sur la radiographie de profil. La TDM. Dans le cadre de l'étude de la scoliose, le scanner présente l'avantage de permettre aux praticiens d'avoir accès à des informations tridimensionnelles précises. Pour étudier la structure osseuse, le scanner est parfois demandé au niveau de la vertèbre du sommet ou la zone apicale de la courbure principale pour les scolioses graves sur des zones ou des remaniements osseux qui sont difficiles à appréhender sur une radiographie standard. Dès qu'un segment vertébral ou un disque intervertébral apparaît comme suspect sur une radiographie, un scanner est demandé pour une reconstruction et tridimensionnelle, très utile pour les malformations vertébrales. N'oublions pas de mentionner l'intérêt en termes de bilan préthérapeutique et post-opératoire qui consiste en préopératoire à produire et à interpréter des images qui vont servir aux chirurgiens à mieux préparer la chirurgie en analysant les possibles géométries des arcs vertébraux, notamment au niveau des pédicules où seront placées les vis. En post-opératoire, l'avantage est de permettre, à titre d'exemple, en cas de signe neurologique, de vérifier la bonne mise en place de l'instrumentation. Toutefois, il existe deux limites majeures à l'utilisation du scanner. La première concerne principalement le taux d'irradiation du patient, qui est plus ou moins assez important. La deuxième concerne le fait que lorsque le patient se trouve en position allongée, ce qui fausse l'analyse des courbures scoliotiques. L'IRM avec fosse postérieure permet aux praticiens comme la TDM d'avoir accès à des informations tridimensionnelles précises, notamment au niveau de l'analyse des possibles asymétries dans la géométrie des arcs vertébraux et plus particulièrement des pédicules. Elle présente en plus l'avantage dans la scoliose sévère avec traitement chirurgical planifié, anomalies à l'examen clinique, courbures scoliotiques inhabituelles comme les courbures thoraciques gauches pour les enfants de plus de 5 ans, dit late onset scoliosis, et les courbures thoraciques droites chez les enfants de moins de 5 ans, dites early onset scoliosis. Les scolioses graves, des anomalies à la radiographie en rapport avec une anomalie intramédulaire. La syringomyélie et l'IRM. La syringomyélie est une cavité asymétrique dans la substance grise, ne communiquant pratiquement jamais avec le canal épandymère. Plusieurs auteurs ont mis en évidence que 20 à 70% des patients présentant une syringomyélie ont une scoliose et que 4% des scoliosites idiopathiques de plus de 20 degrés ont une syringomyélie. La scoliose est révélatrice de la syringomyélie dans 60% des cas. Il s'agit d'une scoliose évolutive, souvent dorsale gauche, à forte rotation. Il faut retenir que la syringomyélie n'est jamais une anomalie primitive en elle-même, mais plutôt une réaction à une anomalie de type Arnold-Chiari ou un traumatisme vertébromédulaire. La scintigraphie. Un petit mot pour la scintigraphie qui sera le plus souvent demandée en cas de douleur rachidienne continue, non mécanique, une tumeur osseuse qui peut être responsable d'une scoliose. La scintigraphie permettra alors de localiser un éventuel foyer de fixation qui devra faire ensuite objet à une imagerie. Je tiens à mentionner le système IOS, qui est un système radiographique biplanaire qui consiste en deux radiographies sous des angles d'incidence différents simultanément. De basse dose, avec une bonne qualité d'image, l'acquisition est rapide, facile. Toutefois, il existe une absence de clichés en position allongée et certes les cabines sont très petites, de 2 mm3, inconvenables pour les patients obèses ou claustrophobes. L'équipement, il est coûteux, peu ou non disponible. Contre-indiqué pour les patients instables, moins de 3 ans, et les patients qui sont non coopérants. Autre examen en fonction du contexte. À titre d'exemple, la biologie sanguine, c'est suspicion d'une tumeur ou d'infection, la biologie respiratoire pour les scolioses neuromusculaires sévères, une radiographie oblique de la colonne lombosacrée en cas de suspicion de spondylolyse,
qui désigne une lisse d'un arc postérieur d'une vertèbre lombaire dans la scoliose lombaire, qui peut être un signe de découverte, et une radiographie centrée sur une région spécifique en cas d'anomalie congénitale. Nous passons alors aux étiologies. Petit point sur l'attitude scoliotique qui est un diagnostic différentiel défini par une courbure latérale sans gibbosité, sans rotation de corps vertébraux, qui se corrige en position couchée dans les étiologies sans inégalité de longueur des membres inférieurs, attitude vicieuse de la hanche, genou, valgum, varum ou récurvatum, pied plat et trouble de la torsion du squelette du membre inférieur. La scoliose idiopathique. Ils sont classés en fonction de l'âge au moment du diagnostic. Infantile avant 3 ans, juvénile de 3 à 9 ans et scoliose de l'adolescent 10 ans jusqu'à la maturité. Actuellement, on préfère distinguer deux groupes, les Early Onset Scoliosis avant 5 ans et les Late Onset Scoliosis après 5 ans. Cette dernière classification se base essentiellement sur le développement des poumons et a donc une valeur pronostique. Les scolioses idiopathiques sont d'origine multifactorielle. De nombreuses pistes étiologiques sont explorées et peuvent être schématiquement réparties en 6 groupes. Facteurs génétiques, neuromusculaires, anomalies de la croissance squelettique, problèmes hormonaux et métaboliques, et finalement les facteurs environnementaux. À noter, le sexe féminin, la scoliose à courbure thoracique droite ou double courbure et la présence de rotation vertébrale sont des éléments de mauvais pronostic en cas de scoliose idiopathique. Pour la scoliose congénitale, on distingue 3 groupes. Les défauts de segmentation, barre ponton de vertèbres peut être unilatéral ou bilatéral, comme sur le schéma. Les défauts de la formation hémivertèbre, segmentés et séparés des vertèbres sus et sous-jacentes par un disque intervertébral, ou partiellement segmentés, fusionnés par son plateau supérieur ou inférieur à la vertèbre adjacente, ou non segmentés, fusionnés aux vertèbres sus et sous-jacentes. Et finalement, les malformations mixtes non classifiables. Les complications. Parmi les principales complications, on note les complications neurologiques, paraplégie, une rotation vertébrale sévère entraînant une compression médulaire voire une section, les complications respiratoires comme les déformations thoraciques ou diminution du diamètre antéro-postérieur, surtout en cas de scoliose d'origine neuromusculaire, et finalement les dégénérescences arthrosiques. Bilan préthérapeutique et traitement. Le bilan préthérapeutique ou le bilan radiographique dynamique. Ce bilan est demandé lorsqu'un traitement chirurgical est envisagé, quel que soit le type de scoliose. Ce bilan consiste en une radiographie de colonne vertébrale totale, full spine, de face, en traction et d'autres en inclinisation latérale maximale appelée Bendian, dont le but est d'étudier la réductibilité de chaque courbure scoliotique et la souplesse des disques intervertébraux. Un rappel sur la classification de Lenke, qui a pour but de classifier les différentes formations rachidiennes chez les patients porteurs d'une scoliose idiopathique. Le but est de pouvoir uniformiser l'étendue de l'arthrodèse. Cependant, la classification fait objet à beaucoup de modifications et qu'il ne tient pas compte de l'équilibre ni des épaules, ni du bassin, ni la rotation vertébrale, paramètres très importants à prendre en compte. La classification de Lenke est basée sur 3 critères: la localisation des courbures principales, la structuralisation de la courbure lombaire et les déformations sagittales du rachis thoracique. Comme traitement, les indications thérapeutiques dépendent de l'âge, le siège de la scoliose, l'importance de la courbure et le niveau socio-économique. Le traitement est schématiquement le suivant. De 0 degré à 20 degrés, il faut une surveillance attentive. De 20 degrés à 50 degrés, un traitement orthopédique par corset est préconisé. Au-dessus de 50 degrés, en cas de scoliose sévère, il s'agit d'une chirurgie. En conclusion, en cas de suspicion de scoliose clinique, le bilan radiographique standard consiste en une radiographie de la colonne vertébrale, full spine, de face et de profil en position debout. La position adoptée par le patient lors de la radiographie peut influencer l'aspect de la colonne et doit être prise en compte. Lors du suivi du patient, les mêmes vertèbres limites doivent être utilisées pour le suivi de l'angle de Cobb. Outre l'angle de Cobb, d'autres facteurs doivent être considérés comme la rotation vertébrale, l'équilibre rachidien, le caractère inclus ou exclu du bassin et les signes de maturité osseuse. Et finalement, toute IRM demandée dans un contexte de scoliose est une IRM médulaire avec une fosse postérieure. Je vous remercie pour votre attention.